La série Lancez compte crée une véritable révolution dans le monde de la télévision. En plus de renouveler le genre dramatique, l'histoire du joueur de hockey Pierre Lambert défonce bien des tabous. Il ne fallait pas plus pour relancer le vieux débat sur la censure. La télévision a toujours été très étroitement surveillée par les groupes religieux, de parents, d'homosexuels, en fait par plein de monde qui ne s'entendent même pas sur la définition des bonnes mœurs. Et c'est normal. La télé n'a rien d'un lointain club plus perdu dans le paysage le long de la transcanadienne. Elle pénètre l'intimité de nos foyers. Et chacun de nous pouvons et même devons réagir. Des fois, on s'attend à un énorme scandale, rien n'arrive. Des fois, les plaintes déboulent chez le diffuseur à la façon de nuées de sauterelles arrivant de nulle part. En fait, ce qui se dit, ce qui se montre à la télé, donne l'heure juste de nos tolérances et susceptibilités à la façon d'un vaste laboratoire national. Ah ben, mon chien! Il était plus que mort, il était déjà rendu au ciel! Saison de la famille Plouffe, qui connaît un grand succès, un nouveau personnage incarné par Doris Lucier fait une entrée qui ne passe pas inaperçue. Doris avait fait, parce qu'il y avait une télévision à Québec, il avait fait quelques petites émissions où il avait déjà présenté ce personnage de paysan, le père Gédéon. Doris faisait une émission qui s'appelait Du haut de la falaise à Québec, tous les samedis. Donc il commentait. Il commandait des nouvelles, il faisait son petit, comme disait lui, son petit Louis Franqueur, tu sais. Puis c'est là qu'il avait sorti, nous autres, on n'est pas bien avancés, il dit, à côté des Américains. Il dit, tu sais, nous autres, quand un homme a commis un meurtre, il dit, on le peint, comme un cochon. Mais il dit, aux États, il est trop de cute. Lemelin et Doris étaient d'accord pour amener ce personnage-là dans les Plouffe. Et moi, je n'avais pas d'objection, de sorte que le père Gédéon est devenu tout à coup le frère de Papa Plouffe. Ce paysan beauceron au franc-parler, parfois colérique, souvent jovial, curieux comme une blette et poète à ses heures, s'attire d'emblée la sympathie du public. Ben, c'est cette philosophie de la terre, c'est ça. Puis il venait dans cette famille, tu comprends? Puis là, il apportait, tu sais, des éléments de réalité paysanne, tu sais, que pour un homme comme Théophile Plouffe, qui était un peu conditionné par sa femme, tu comprends, à cacher son petit sirop de calban dans un fanal dans la cave, c'est bien sûr que cet homme dit, qu'est-ce que c'est ça, il n'y a rien d'autre. Le difficile, ça a été, bon, c'est comme quand il y a une fusion de deux entreprises, là, c'était d'amener Gédéon à fonctionner dans l'équipe. Il faisait des monologues, et là, c'était plus des monologues. Bon, il jouait avec d'autres, il y a un ton à trouver, il faut écouter l'autre. Je veux dire, il y a eu une adaptation comme ça, mais ça a été rapidement un succès. Le personnage du père Gédéon plaît tellement que l'auteur de La famille Plouffe, Roger Lemelin, projette d'en faire un personnage régulier. Il demande à Doris Lucier de quitter son poste à l'Université Laval pour se jeter dans l'aventureuse vie d'artiste à Montréal. Allô? Le père Gédéon créait déjà la controverse en se moquant gentiment de la politique et de la religion. Si je confesse après-midi, pour dire le vrai, elle dira pas ça partout. Surtout vous, avec une belle petite voix de créature comme vous avez. Mais en 1957, dans un épisode de La famille Plouffe,
il pose un geste inadmissible, surtout pour un homme marié. Il ose reluquer les créatures sur une plage de Floride. Cette fois, c'en est trop. Le scandale éclate. Il y avait le Parlement, il y avait les gens. Et, je me souviens de lettres qu'on recevait au tout début de spectateurs, surtout voyant tout à coup une danseuse avec une jupe un peu courte et qui était scandalisée, et des lettres de menaces. On menaçait de faire sauter Radio-Canada parce que c'était par Radio-Canada que le scandale arrivait. Et tout ça se rendait au Parlement. Les députés alors entraient en communication avec la haute direction de Radio-Canada, qui ne voulait pas de problème. C'est déjà un grand problème que d'aller chercher quelques centaines de milliers de dollars au Parlement. Et alors on nous disait, mais non. À la Chambre des communes, le docteur Raoul Poulain, député indépendant de Beauce, prononce un réquisitoire enflammé contre le téléroman La famille Plouffe. Il affirme que les personnages y sont placés dans des situations scabreuses et dégradantes et exige l'épuration de l'émission ou son retrait pur et simple. Normalement, le scandale arrive par la femme. C'est d'elle dont Satan prend les traits pour attirer les chrétiens dans le péché et les brûler ensuite en enfer. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. Ici, mis à part une effeuilleuse américaine très populaire, Lily Saint-Cyr, qui dansait dans les clubs de la Maine, la tentation a plutôt pris l'allure d'un petit vieux, pas barré, prospère, mais mal dégrossi, le père Gédéon. Faut reconnaître que c'était pas très sexy comme révolution sexuelle. Mais peu importe, à cette époque, la chaudière chauffait à blanc. Et on pensait de plus en plus à autre chose qu'à réciter l'acte de contrition et à préserver sa virginité. Les journaux s'emparent de l'affaire. Comme La famille Plouffe est aussi diffusée en anglais, on craint que l'émission ne vaille aux Canadiens français les moqueries des Canadiens de langue anglaise. Et pourtant, on n'avait encore rien vu. Le personnage dont les frasques avaient tant choqué allait revenir, d'abord dans le téléroman En haut de la pente douce, et ensuite dans sa propre émission mensuelle. Ayant pour titre Le petit monde du père Gédéon, l'émission était réalisée par Claude Desorcy, sur des textes toujours aussi vifs de Roger Lemelin. Ça se met en collaboration, dans une grande complicité avec l'auteur, et c'était très important. Parce que souvent, l'auteur écrivait pour le personnage. L'auteur, le comédien l'inspirait ou la comédienne l'inspirait et les textes arrivaient. Les émissions durent 1 heure et nous font entrer dans l'univers débridé du vieux Beauceron, toujours aussi noceur. Le scandale ne pouvait manquer d'éclater à nouveau. Cette fois, ce qui met le feu aux poudres, c'est un épisode diffusé le 24 janvier 1963 et au cours duquel le père Gédéon rêve qu'il est, à titre de sultan, l'heureux propriétaire d'un harem. Des mères de famille jugent qu'on glorifie les écarts de morale. L'Action catholique s'inquiète des idées que cela peut donner aux jeunes. Des organismes de censure demandent à leurs membres d'écrire à la direction de Radio-Canada. On parle de vulgarité, d'indécence et même de pornographie. 2 députés conservateurs abordent la question à la Chambre des communes. Malgré tout, l'émoi causé par la fameuse scène du harem finit par s'estomper et le père Gédéon continua de faire des siennes au petit écran. C'est Doris dans la vie. Tu sais, le père Gédéon, son personnage, c'était Doris dans la vie. Tu comprends? L'amour et l'humour en même temps, tu comprends? Puis il dit, si le bon Dieu a inventé tellement de si belles choses, c'est pas pour te dire, fallait pas, on s'en parlera au ciel après. Tu sais, d'ailleurs, c'est merveilleux quand il est écrit, comme sur sa pierre tombale, c'est écrit « Je suis parti voir si mon âme est immortelle ». C'est beau d'avoir écrit ça. Embarque dans mon canot, des corses amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Le yambi dans la cabane, la situation se complique. Le yambi dans la cabane, c'est un face-à-face historique. Dans la prison de Londres, y avait 2 prisonniers.
Interac. Ça veut dire quoi? Interac, c'est 2 services. Payer avec votre carte bancaire ou retirer de l'argent de n'importe quel guichet. Interac. I-N-T-E-R-A-C. Pour payer ou retirer de l'argent, dites simplement Interac, sans le T. Combattre les signes du vieillissement, oui, mais en les ciblant. Voici le nouveau Revitalift de L'Oréal, avec la technologie des nanosomes de ProRétinol A et Parélastil. Visez juste. Avec son action encore plus ciblée, le nouveau Revitalift agit directement sur l'épiderme. Revitalift réduit l'apparence des rides et renforce l'élasticité. Sa formule hydratante rend la peau visiblement plus lisse, plus ferme. Visez juste et combattez les signes du vieillissement. Nouvelle technologie des nanosomes de Revitalift, seulement de L'Oréal Paris. Parce que je le vaux bien. Redécouvrez les grands classiques de James Last. 32 mélodies de la chanson populaire et plus classique sur 2 CD. Retrouvez toute une époque de grands succès. Séduction de James Last sur 2 CD en magasin maintenant. Au début de 1968, Radio-Canada met en antenne Le Paradis terrestre, un nouveau téléroman qui sera subitement retiré de l'affiche en 1972 pour cause d'inconvenance. Parce que quand vous écrivez pour la télé, forcément, vous êtes obligé d'accepter une autocensure au départ, parce que ça va dans le salon, ça va chez tout le monde. Il y a une autocensure, puis il y a aussi la censure qui vous guette. Dans les années 1960, on assiste à une véritable révolution des mœurs. Avec l'avènement de la pilule contraceptive, s'ouvre une ère nouvelle, celle de la liberté sexuelle. Le divorce devient légal au Canada en 1968 et avec l'adoption du Bill Omnibus, l'homosexualité n'est plus une pratique illégale. Le monde change à une vitesse folle et les téléromans vont bientôt suivre le mouvement, ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout montrer et de n'importe quelle manière. À Radio-Canada, il y a toujours une espèce d'autocensure que tout le monde se donnait. On n'avait pas de... On se faisait pas dire attention à ci, attention à ça, là. Il y avait toujours une espèce d'autocensure qui se pratiquait et puis qu'on savait jusqu'où on pouvait aller. Et puis qu'on ne devait pas transgresser certaines règles qu'on ne pouvait pas transgresser. D'abord écrit par Réginald de Boisvert, Le Paradis terrestre est une étude de mœurs qui raconte la vie de petits bourgeois de banlieue dans ce qu'elle a de plus banal, mais aussi de plus sordide. Derrière le masque de parade, on découvre les préjugés, la tromperie, le snobisme. Le réalisme de certaines scènes en surprennent plusieurs. Nous déménagerons. Nous vivrons ailleurs, où tu voudras. Je suis bien avec elle. Elle est riche. Plus riche que moi. Elle est très riche. Je suis habillé comme un prince. Et allez, t'en fais pas pour si peu. Je n'en vaux pas la peine. L'intention derrière Le Paradis terrestre était elle-même très ambiguë. L'auteur dénonçait avec délectation la vie dissolue des gens de banlieue, leurs hypocrisies, leurs infidélités, leurs manœuvres louches. Apparemment, il faisait œuvre de bonne morale puisqu'il les dénonçait. Mais en fait, peut-on présenter ce genre de choses à la télévision, aussi publiquement? N'est-ce pas là reconnaître ce genre de vie, lui accorder trop d'importance, le consacrer? Les liens entre la dénonciation et ce qui est réellement présenté n'est jamais évident et peut donner souvent des résultats contraires à ceux qu'on avait souhaités. C'est jamais simple, la morale. C'est à l'automne de 1972 que Le Paradis terrestre, alors écrit par Jean Filiatro, est brutalement retiré de l'horaire, suite à la diffusion d'une scène dont plusieurs se souviennent encore. Je sais bien qu'il y a eu tout à coup 2 hommes qui se prennent la main et puis que ça fait toute une histoire
choses comme ça. Oui, il y a eu des... C'était la première fois, bon, et puis il fallait que ça passe. Parce que jusque-là, c'était certainement une chose interdite, et puis ça avait été un scandale général dans toute la province, je dirais. La scène qui a tant choqué nous paraîtrait aujourd'hui on ne peut plus banale. Mais à l'époque, il a suffi que 300 ou 400 personnes offusquées protestent auprès de Radio-Canada pour que la haute direction retire définitivement le paradis terrestre des ondes, pour cause d'inconvenance. Puis moi, qu'est-ce que tu penses que je suis? La chenotte? Imagines-tu que j'aime ça, faire du blower à la journée longue? Ça te pogne dans l'avant-bras, c'est bien simple. Que j'aurais moyen, je m'engagerais quelqu'un rien que pour blower. Puis moi, là, je m'occuperais seulement des coupes de cheveux, comme les grands coiffeurs en Europe, en Italie, pis tout. Et qu'est-ce que tu veux, souffrance? Quand t'es né pour un petit pain, tu fermes ta boîte, puis tu bloues. C'est bien simple, rien que tu penses. Je sens que je déprime ma vue d'œil. Prends un bon coup, ça va te remonter. Ah ben, t'as raison. Jean-Paul, un autre signe de la pause-ligne. L'humour a toujours été une des façons les plus efficaces de faire accepter un sujet tabou. En février 1979, un autre personnage d'homosexuel, le coiffeur Christian Lalancette, allait s'afficher au grand jour et crever le petit écran dans la comédie Chez Denise, écrite par Denise Filiatro. J'avais fait des revues du Rideau Vert. Et déjà en 1961, je faisais un travesti dans un sketch avec des boudins sur la tête, des trucs comme ça. Et je me souviens d'un sketch où il y avait Michel Louvain qui était imité par Benoît Marleau, qui arrivait sur scène, qui chantait. Et là, il y avait 4 filles qui arrivaient, qui l'enlevaient. Et moi, j'avais dit, est-ce que je peux ajouter un gars qui arrive tout seul sur la scène, qui dit simplement, « Ah, oh, zut, je l'ai encore raté. » Ça a été ma première tapette à succès, ça. Et quand Christian est arrivé, Filiatro m'a appelé. Tu sais qu'elle était un peu expéditive. Bon, ben, j'aimerais ça que tu me fasses une folle comme tu as fait dans la pièce, là. Tu sais, ça a commencé comme ça. C'était inspiré directement le personnage pour mon jeu de Demain matin, Montréal matin, où j'avais joué une centaine de fois. André Montmorency le faisait avec beaucoup de qualité puis beaucoup d'affection pour son personnage. Mon but, c'était d'être vrai et j'imitais des gens que je connaissais. C'est parce qu'il a mis beaucoup de plaisir. Puis ils l'ont tellement grossi que ça faisait un peu caricature. Et puis ça empêchait les gens d'en avoir peur, je pense. Il y en a quelques-uns qui méritaient d'être caricaturés. Alors, c'est une somme d'un paquet de gens. Il y en a qui sont morts, il y en a qui vivent encore. Et c'est une caricature, en fait. Mais moi, pour moi, dans la vie, ça se pouvait rencontrer quelqu'un comme ça. Salut les filles! Oh! Ce personnage ne devait apparaître qu'à quelques reprises, mais il connaît un tel succès, permettant d'atteindre les codes d'écoute de 1,5 million et même 2 millions de téléspectateurs, qu'il deviendra l'un des piliers de l'émission. Tu sauras une chose, mon petit garçon, j'en porte pas de renard argenté. Ça m'étonne, il me semblait que c'était revenu à la mode. Oui, c'était à la mode. Je suis pas assez grand. Le renard m'écrase. Denise m'avait appelé pour m'offrir 4 émissions tout au plus dans l'année. Et je devais faire partie de la 10e émission, ça devait être la première. À la toute première émission, le réalisateur lui dit, ça serait intéressant qu'on voit un peu tous les personnages qu'il va y avoir cette année. Alors elle m'a appelé, elle dit, écoute, je t'ajouterai une petite scène de présentation dans la première émission, est-ce que tu accepterais? C'est évident que j'ai accepté. Et là, elle a écrit un monologue où j'arrivais en courant de mon salon et en disant qu'il y avait la juive qui voulait se faire du 5.8, du 4.5 avec sa teinture, j'avais brûlé la tête. Et là, c'est parti et tout de suite, et c'est eux qui font le succès de la comédie, ce sont les caméramans, les techniciens sur le plateau qui se sont mis à rire. Mais le scandale n'est jamais bien loin dès qu'on aborde, même très indirectement, les questions à caractère sexuel. Le personnage de Christian Lalancette fera des vagues lui aussi. Les plaintes ne viennent cependant ni du clergé, ni des mères de famille offusquées, ni des politiciens. Et là, il y a eu tous les organismes gays qui, à l'époque, ont commencé à monter aux barricades en disant ça ridiculise le phénomène de l'homosexualité, c'est encore des vieux clichés. Et puis là, je me souviens que Filiatro disait, ben, je veux bien que c'est des vieux clichés, mais avec quoi tu veux que je fasse rire? Mais moi, pas une tapette straight dans les bureaux, il n'y a rien de drôle là. Christian, il est drôle. Je trouve qu'ils avaient bien tort. Parce que le personnage a servi beaucoup les gays. Et puis après ça, il est arrivé toute l'éclosion parallèlement à ça des personnages de Tremblay aussi. Les personnages de Michel Tremblay, ces personnages homosexuels. Alors c'est arrivé à peu près au même moment, tout ça. Fait que l'un a aidé l'autre, moi je pense.
ceux qui me félicitaient le plus et ceux qui s'en amusaient le plus, c'était des gens qui ressemblaient beaucoup à Christian et qui avaient comme droiticité tout à coup. On acceptait cette façon d'être. On acceptait que des gens soient plus exubérants, un peu plus efféminés. Le personnage de Christian Lalancette fait bientôt partie de la famille. Et comme la réalité dépasse parfois la fiction, plusieurs ne font pas la distinction entre le comédien et son personnage et croient que le coiffeur Christian existe bel et bien. Et j'ai reçu des chèques au nom de Christian Lalancette. J'ai reçu une demande en mariage à Radio-Canada, une lettre officielle d'un monsieur avec sa photo qui demandait d'être mon partenaire, mon mari, mon amant à la ville comme à la scène. C'était aussi clair que ça. Guy Fournier, dans Jamais 200 Toits, propose aussi un personnage homosexuel, mais dans un tout autre registre. Bernie Lacasse se présente un beau matin chez les Duval et devient leur homme de ménage. De toute façon, qu'est-ce que les gens vont dire? On va être la risée toute la rue. Mais voyons donc! C'est quand même pas Marie-Josée qui va rire de nous autres. C'est elle qui t'a suggéré d'engager un homme. Justement, un homme, pas une affaire comme ça. C'est pas très gentil pour Bernie. Moi, je trouve plutôt qu'elle a l'air bien. Je vais lui dire qu'on a déjà engagé quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites là? Elle fait peur, là, vous. Ben, je vais laisser mes choses ici, hein, comme c'est demain jeudi, je trouverai une meilleure place. Je savais qu'avec du monde comme vous, il n'y avait pas de discrimination sexuelle. Avec ma femme? Jamais de la vie. C'est donc. Dans la première série des Duval, il y avait l'homme de ménage qui était homosexuel et qui en avait fait. Guy Fournier avait fait un personnage extrêmement tragique et un beau personnage. L'amour existe. Semaine après semaine, tout comme Francine, dont il est le confident, on apprend à l'aimer. Vous dire à quel point j'étais dépendant de mon ami, là, vous en croiriez pas vos oreilles. Si j'entrais le soir, puis qu'il était déjà couché, j'avais l'impression d'être trahi. Le mot est fort, hein? Découvrez Maryse Le Tartre, l'album En dedans. Je suis plus d'accord avec la vie, je sais plus qu'est-ce qui me reste à faire. Le jour aurait dû jamais se lever, et pour l'éternité, j'aurais dû rester couché. En vente partout. Découvrez le Pathfinder 2002 édition Chilkoot. Équipé pour la grande aventure, avec tout ce que vous attendez d'un Pathfinder. Plus tous ces petits extras extrêmement sophistiqués qui en font un Chilkoot. Le tout à un prix très civilisé. Pas le temps de vous mettre en forme? Ennuyé par tous ces vidéos d'exercices au contenu répétitif? Voici la façon la plus facile de sculpter votre corps selon vos désirs. Vous développerez ces abdominaux d'acier dont vous avez toujours rêvé par la méthode la plus facile au monde. L'utilisation du Abtronic est facile et sans danger. Vous avez le choix entre 10 niveaux d'intensité. Voyez comment vos muscles abdominaux se contractent, comme si vous faisiez des redressements assis. Vos muscles bougent, mais pas vous. Le Abtronic fait travailler vos muscles pendant que vous regardez la télévision, magasinez, travaillez, marchez, n'importe où, n'importe quand. 10 minutes d'Abtronic correspond à 600 redressements assis. Vous perdrez 5 cm à la taille en moins d'1 mois. Garantie ou argent remis. Vous pouvez aussi cibler vos bras, votre poitrine, vos fesses ou vos cuisses. Et comme il n'y a aucun fil ni coussinet, le Abtronic se dissimule sous vos vêtements et personne ne le remarquera. Ayez votre carte de crédit en main et composez le numéro apparaissant à l'écran. Obtenez le Abtronic pour seulement 4 paiements de 29,95 $ ou envoyez-nous un chèque ou un mandat à l'adresse affichée à l'écran. Faites vite, ce produit n'est pas offert en magasin. Appelez maintenant. J'ai commencé ma carrière en même temps que ma vie de famille. Ça fait que je cours depuis 20 ans, sans toujours savoir où je m'en vais. Heureusement, sur le plan de mes finances, mon conseiller de la Banque nationale a toujours su m'aider à faire les bons choix. Et je suis pas tout seul à en profiter. Pour asseoir vos affaires bancaires sur du solide, parlez à votre conseiller. Vous serez plus à l'aise. Banque nationale. Pour vos enfants à Noël, vous cherchez un cadeau intelligent et surtout très amusant? Voici les 3 vidéocassettes Twinnies. C'est l'heure de chanter, prêt pour jouer et joyeux Noël! Vos petits bouts de chou s'amuseront allègrement tout en apprenant avec 3 spéciaux hors série follement amusants. Ils font tourner l'horloge
étonnantes. Ils apprennent en s'amusant. Les 3 vidéocassettes hors série Twinnies en magasin pour toute la période des fêtes. En 1977, le téléroman de Guy Fournier, Jamais 200 toits, révolutionne la télévision en mettant à l'écran, sous le couvert de la comédie, les nouvelles réalités du couple. Il y avait un changement de rôle que Guy Fournier a voulu, qui est arrivé peut-être en même temps que le changement de rôle qu'il y a eu dans notre société, mais qui est arrivé vite. Et Fournier nous a mis ça dans la face en disant, voilà ce que nous sommes, voilà ce qu'on devient, voilà ce que les hommes sont en train de se poser comme question. On a bien raison de prétendre qu'on connaît une femme qu'après l'avoir mariée. Puis un homme, c'est pas la même chose? Ben justement, c'est différent. Est-ce que j'ai changé? Dans Jamais 200 toits, l'auteur pénètre dans l'intimité du couple et fait passer les personnages de téléroman de la cuisine à la chambre à coucher, ce qui en choquera quelques-uns. Jamais n'avait-on vu autant de scènes de lit au petit écran. Est-ce que je le faisais avant qu'on se marie? Mais ça m'aurait fait tellement plaisir. Peut-être, mais moi, je suis resté fidèle à moi-même et j'ai rien changé. C'est des très beaux rôles. Et c'est des beaux rôles parce que c'est des rôles qui sont en plus très sympathiques. C'est des rôles qui réveillent les gens. Je trouve que Guy, par son écriture là-dedans, a réveillé le Québec. Le couple Duval ne tarde pas à être célèbre dans tout le Québec. Rémi Duval, interprété par Jean Besseret, apparaît comme un macho sympathique aux idées quelque peu rétrogrades, et Francine Duval, jouée par Angèle Coutu, comme une femme qui veut se prendre en main. De tous les personnages que j'ai faits, c'est celui qui a eu le plus d'impact, je pense, sur le public québécois. D'abord, il y a une chose que je dois dire tout de suite, que de temps en temps, de moins en moins, là, mais quand je rencontre des femmes qui me parlent d'un petit peu de Rémi Duval, puis qui disent que Rémi Duval était un macho, moi, je trouve qu'il n'était pas macho. Je trouve qu'il n'était pas macho. Des fois, il disait, je veux mes toasts, et puis il avait besoin de s'asseoir pour avoir ses petits toasts sur du café, mais franchement, puis il se faisait mener par Francine. Il se faisait vraiment mener. Il se donnait l'impression d'être le boss, mais c'est lui, c'est pas lui qui menait. Des femmes me disent, hein, j'ai dit, il était infidèle, hein, Rémi Duval, les femmes disent, ah oui, hein, puis toutes, hein, sans exception, toutes. J'ai dit, il était infidèle, hein. J'ai dit, vous souvenez-vous qu'il a triché? Là, il cherche, elle cherche. J'ai dit, il n'a pas triché personne, Rémi Duval. Francine a été infidèle 2 fois. Une fois avec le notaire, elle s'est fait mettre la main sur son sein. Bon, c'est pas une grande infidélité, mais quand même. Et une autre fois avec le concierge quand ils sont allés vivre dans leur condo en Floride. Et elle a, en tout cas, quand on les a vus, ils étaient prêts à aller jusqu'au lit. Et là, ça surprend toutes les femmes. Puis qu'ils se disent, ah mais oui, c'est vrai. Rémi n'a jamais trompé Francine. C'était un gars fidèle. Il aimait les femmes. Il aimait ça, les petits dessous. Il était érotique, ses bars. Il en parlait. Mais, comme beaucoup de Québécois, mais il n'a jamais été infidèle. La série inventée par la critique qui parle de tour de force, qui reflète parfaitement la vie actuelle, ou encore de reflets presque réels et authentiques de la société. Elle connaît aussi un immense succès auprès du public, les codes d'écoute dépassant régulièrement le million de téléspectateurs. Je suis très content d'avoir fait ça. Si même je faisais plus de télévision, je me contenterais d'avoir vécu le Jamais 200 toits. Parce que, c'est pas moi, là, c'est tout Jamais 200 toits, l'écriture de Guy, la réalisation de Céline et des autres réalisateurs, le jeu des acteurs a fait, à mon avis, que la province de Québec a évolué. Les couples nous disaient, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous nous avez fait passer des nuits presque blanches parce qu'on a discuté de ce dont vous aviez parlé dans l'émission. Moi, je trouve que dans Jamais 200 toits, il y a des scènes, c'est des petits classiques, c'est des bijoux d'écriture, c'est la façon dont c'est dit. L'auteur Guy
Fournier donne à Francine et Rémi des qualités et des défauts inspirés de la vraie vie. Ce sont des personnages à dimension humaine dans lesquels les gens se reconnaissent. Rémi, c'est un peu moi, mais c'est surtout mon père. Parce que moi, j'avais toujours été fasciné par certaines manies de mon père. C'est complexe aussi parce que mon père était petit, était très complexé. Mon père disait toujours, c'était évident, lui, il a réussi dans la vie, il mesure 6 pieds. Et mon père avait des côtés, il était très conservateur sur beaucoup de plans. Par contre, il était très amoureux de ma mère et il était plein de petites attentions pour ma mère. Et ça, j'ai conservé ça dans le personnage de Rémi Duval, qui est à 75% mon père, peut-être 25% moi. Finalement, quand tu fais de l'écriture dramatique, tu n'inventes rien, tu fais que voler ton entourage, tu fais que copier ton entourage, tu fais que transposer ton entourage, mais tu inventes peu de choses finalement. Guy nous a fait une Bible, évidemment, parce que aujourd'hui, la Bible, ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire la description des personnages, il allait jusqu'à dire la couleur de l'auto de Rémi Duval, son signe astral, et ça allait jusque-là. Quant au personnage de Francine Duval, Guy Fournier le dessine en s'inspirant des femmes qu'il a connues dans sa vie. Francine Duval, je me rappelle, je pense de l'avoir jamais dit, jusqu'à un certain point, c'est une espèce d'hommage à la deuxième femme que j'ai eue, Aimée Dany. Alors, Francine Duval, c'était la femme qui ne se fâchait jamais. Tu avais l'impression des fois que ça l'aurait soulagé de se fâcher, mais elle ne se fâchait jamais. Elle regardait son mari avec une espèce d'humour. Un humour un peu moqueur, mais jamais méchant. Et qui te donnait l'impression d'une immense sagesse. C'était une femme reposante. Puis après, bon, ça y fait un petit velours. Et que me choque. Vas-tu laisser Rémi mourir avec ses vieux préjugés? Mais la sagesse de Francine est régulièrement secouée par son amie Marie-Josée Lafleur. Ce personnage de féministe convaincu allait marquer la télévision québécoise et coller à la peau de son interprète, Micheline Langto. Sur les mâles qui se font péter les bretelles, j'ai un peu l'effet d'une ventouse, je fais sortir le méchant. On me fait toujours jouer des personnages forcenés, tranchés. Bon, c'est sûr, j'ai cet aspect-là, mais je suis plutôt le contraire, en fait. Récemment, j'ai dit à quelqu'un, écoute, je suis pas vraiment chiante. Je sais que c'est l'idée que les gens ont de moi à cause du personnage de Marie-Josée Lafleur. Je me suis aperçu que ça m'avait créé toute une réputation qui n'était absolument pas fondée. Mais c'était pas un personnage sérieux. Avec Guy, on avait beaucoup de plaisir. Le personnage a été pris très sérieusement par les femmes, ça, et par les hommes aussi. Il y en a qui refusaient de me parler. Il y a des gens qui me disaient, vous êtes vaine. C'est des gens sur la rue, là, tu sais, sans me faire agresser, parce que c'était quand même une émission d'humour. Jamais 203 est né d'une chronique extrêmement populaire rédigée par Guy Fournier dans l'hebdomadaire Perspective. Avec la vivacité d'esprit qu'on lui connaît, il traitait déjà des relations entre les hommes et les femmes. Un peu à la façon de Rémi Duval, il jouait le rôle du gars qui résistait au raz-de-marée féministe. Mais en fait, Guy Fournier véhiculait 2 messages essentiels. Premièrement, chaque sexe a droit à sa reconnaissance. Deuxièmement, avant d'être le mari ou la femme, le chum ou la blonde de quelqu'un, nous avons tous des besoins personnels, des besoins propres. Au-delà du féminisme, Guy Fournier préparait déjà la révolution individualiste des années 80. Une décennie plus tard, en 1990, lorsque la deuxième série de Jamais 200 Toits est diffusée, le monde a beaucoup changé et la télévision aussi. Les scènes d'amour ne choquent presque plus, l'homosexualité ne fait plus sourciller. Bref, la société a encore évolué et les personnages de Guy Fournier ont fait de même. Jamais 200 Toits a commencé en 1976. On est allé jusqu'en 80. Mais en 90, quand il est revenu à la télévision, c'était exactement comme si on avait quitté la veille. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Tu veux pas dire que je compte tellement dans ta carrière? Rémi, tu
Tu t'imagines que je serais rendue à ce point-là si t'avais pas toujours été là pour me... Maintenant que les enfants Duval volent de leurs propres ailes, Rémi songe à la retraite alors que Francine est passée du rôle de femme au foyer à celui de femme de carrière. L'auteur Guy Fournier s'attarde beaucoup sur les états d'âme de Francine, lui qui a une grande expérience des femmes. Que leurs femmes travaillent presque à tous les soirs, sans compter les fins de semaine. Mais quand je pense à ce que m'ont donné ces 5 femmes-là, je changerais pas de place, parce que finalement, ça a été une vie absolument fabuleuse et j'ai appris. Il y a des comportements qui sont très particuliers aux femmes et ce que je suis en mesure de noter étant capable maintenant, moi, de faire une moyenne. Dans la deuxième série, Rémi est fortement bousculé par tous les changements survenus dans les valeurs sociales et dans son couple. Il a de plus en plus d'occasions d'émettre son célèbre « Austin Beu ». Guy n'a jamais été vulgaire dans ses émissions. Jamais. Il y a toujours eu, Austin Beu, Austin Beu, quand on a commencé à enregistrer Austin Beu vient d'hostie, parce que Roland Gay disait, on peut pas faire dire hostie ou tabarnak à un personnage à chaque fois, puis pourtant, tout Québécois sacre. Alors, on a fait un compromis. Guy a pris hostie, c'est devenu Austin, et puis un des fermiers qui connaissait ajoutait toujours de bœuf quelque part. Alors, il a fait Austin de bœuf. Et quand on a enregistré les premières émissions, évidemment, ça ne sortait pas. Donc, on a enregistré 5-6 avant. Et au bout de la 7e semaine, la première émission a sorti. J'entre dans une société des alcools. Et le gars me dit « Salut Steinberg! » Alors, je dis « Pardon? » Il dit « Steinberg. » J'ai dit « Non, je ne fais pas Steinberg. » Il dit « Non, Steinberg. » Alors, j'ai dit « Pourquoi Steinberg? » Mais il dit « Hier, l'émission avait passé la veille. » Il dit « Tu dis Steinberg. » Alors, j'arrive en répétition, puis je dis « Imaginez-vous qu'on comprend Steinberg. » Dès le début, Guy Fournier annonce le ton de cette deuxième série en ouvrant sur les problèmes d'érection de Rémi qui a pris de l'âge. Même en 1990, certains téléspectateurs s'offusquent de ce qu'il est trop souvent question de sexe dans la série. Guy Fournier ose encore une fois sortir des sentiers battus et aborder des sujets délicats, très peu exposés à la télévision et qui forcent les gens à la réflexion. C'est ainsi qu'un de ses personnages, ami de Bernie Lacasse, l'homme de ménage de Francine, meurt du sida. Sac ton camp, Richard! Scram, débarrasse! Je ne peux plus jamais te voir la face, jamais! Quant à moi, tu peux crever! Je suis allé chez le médecin cet après-midi. C'est pas une sucette, Bernie. C'est une tumeur maligne, Bernie. Le sarcome de Kaposi. On voyait ça en première page, on commençait à en parler, mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui parlait de la façon dont une personne se sent, de la façon dont elle vit ça, lorsque ça lui arrive et qu'on le voit filmer et qu'on le sente? Alors ça, Guy Fournier avait fait ça de façon assez provocante, à mon avis. Notre émission d'aujourd'hui, comment rehausser les goûts grâce à la margarine et à l'huile canola Harvest. Rehausser le goût? Mais j'ai du goût, alors que toi, tu n'en as pas du tout. Hé, beaucoup de gens, les types qui n'ont pas de goût. Faire un sauté dans l'huile de canola ne change pas le goût de vos aliments et elle est faible en graisse saturée. Comment s'en serait douté? C'est peut-être bien notre seul point commun. Parfait. Voilà! Oh, ça y est! Et fais-moi de la place! L'huile et la margarine canola Harvest rehaussent le goût. Vous souvenez-vous de Laura, de Caroline, de Mary, de Charles et de tout l'entourage des Ingalls? Et du thème musical de l'émission? Vous souvenez-vous de toutes ces aventures humaines et attachantes de la petite maison dans la prairie? Cette série qui a obtenu des auditoires impressionnants partout à travers le monde. En primeur et en exclusivité, Imavision Direct est fière de lancer 2 superbes coffrets collection regroupant toutes les émissions spéciales de 2 heures de la petite maison dans la prairie. À l'achat du coffret des années 70, vous recevrez gratuitement ce superbe album photo inédit des personnages de la série. Revivez l'histoire de ces pionniers qui, par leur détermination et leur courage invincible, ont réussi à affronter tous les dangers des plaines du Kansas après la guerre civile. Commandez maintenant le coffret
collection des années 70 en vidéocassette ou DVD pour seulement 4 paiements faciles de 29,98 $ et recevez l'album photo gratuitement. L'offre de cette collection spéciale et l'album photo gratuit ne sont pas disponibles en magasin. Elle parlait en toutes circonstances un français impeccable et pourtant, elle a aussi brillé dans le théâtre de Michel Tremblay. À Biographie, voyez une de nos grandes comédiennes, Gisèle Schmitt. Voyez Gisèle Schmitt à Biographie, ce soir, 21h. Hey, salut Pierre, t'as mis ta casquette parce qu'il y a une partie? Non, c'est juste une habitude. Mais les gens sont pas fous de leurs cheveux, c'est pas juste toi. Et pour aider à combattre les pellicules, chacun a sa façon de faire, tu sais. Moi, dans ce temps-là, je leur dis d'utiliser Head & Shoulders. Ça agit directement sur le cuir chevelu pour aider à empêcher les pellicules de réapparaître. Puis ça rend les cheveux superbes. Ça serait fou de cacher ces cheveux-là, hein? Veux-tu ça? Non, ça va. Le shampoing Head & Shoulders transforme les problèmes de pellicule en cheveux superbes. Le nouveau Natrel Nutrition 24 est le seul supplément nutritif qui a si bon goût parce qu'il est frais et il contient 24 vitamines et minéraux essentiels. Le nouveau Natrel Nutrition 24, de l'énergie alimentaire pour vous aider à maintenir le rythme. La nouvelle Passat de Volkswagen. Le luxe de rester soi-même. Maintenant offerte à partir de 399 $ par mois. Dans un téléroman, tu ne baises pas. Tu racontes que tu as bien baisé. Dans un téléroman, tu donnes pas une claque ou tu donnes pas un coup de poing ou tu prends pas une... Je veux dire, tu racontes que la veille, tu as donné une claque, puis là, tu racontes ça en brossant ton sucre dans ta tasse de café. En 1986, Régent Tremblay signe en collaboration avec Louis Caron Lance et Compte 1. La télévision entre alors dans une ère nouvelle, celle de la télésérie. Quand on a commencé Lance et Compte, au début, ça devait être un téléroman, des demi-heures. Donc, on commençait, on entendait une voix qui disait en background dans le décor « Et la troisième étoile, Pierre Lambert ». Et là, on voyait entrer l'acteur. Et là, il y avait 3-4 figurants qui disaient bravo, bravo, bravo. Puis à l'époque, je savais pas comment ça marchait trop. Puis à un moment donné, ils sont avec un budget, puis ils ont dit écoutez, Pierre Lambert, on veut pas qu'il nous raconte, on veut qu'il le fasse. Réalisé par Jean-Claude Laure, Lance et Compte en met plein la vue. Et lorsque Pierre Lambert se fait offrir un striptease par ses coéquipiers dans sa chambre d'hôpital, les téléspectateurs ont droit à une scène comme on a rarement l'occasion d'en voir au petit écran. Ça avait soulevé un peu ça avait choqué quelques bonnes âmes. Cette scène-là, c'est Bobby Orr à Boston, qui avait subi une opération. Et les joueurs, pour montrer comment est-ce qu'ils l'aimaient, ils ont ramassé une couple de danseuses pour relever le moral de Bobby Orr. C'était typiquement une forme de manifestation masculine de l'amitié. Je trouvais que ça pouvait donner une bonne scène à la TV. Ça doit être bon, 15 ans après, on s'en souvient. Si la majorité des téléspectateurs sont ravis, certains crient à la pornographie et considèrent que la Société Radio-Canada a dépassé les bornes de la décence. Une pétition signée par près de 600 personnes réclame le retrait pur et simple de Lance et Compte. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Dès l'épisode suivant, Radio-Canada décide de supprimer les scènes de nudité trop explicites. Cette scène d'amour entre le docteur Lucie Baptiste et Pierre Lambert, jouée par les comédiens France Zobda et Karl Marotte, a ainsi été écourtée de ses dernières secondes lors de sa diffusion en novembre 86. Sent bon. La Société d'État, qui croyait ainsi éviter la controverse, fait alors face à un double mouvement de protestation. Tandis que les journalistes dénoncent la censure, 2 contre-pétitions sont mises en marche par les défenseurs de la liberté d'expression. Il y avait Jean Tourignan,
qui était un ancien plus bel homme de Mme Lise Payette. C'était, je pense, le 3e plus bel homme de Lise Payette, 3e édition. C'est lui qui avait pris la tête du mouvement de défense de Lancé-Comte. J'étais là à l'époque de Lancé-Comte, de la première année de diffusion. La deuxième année de diffusion, comme on savait qu'on était un peu plus... ça pouvait chatouiller un peu plus les bonnes armes, on a décidé de mettre la diffusion à 9 heures. Et là, ça n'empêchait pas des parents de nous appeler pour dire que c'était scandaleux même de diffuser l'émission parce que leurs enfants, les enfants voulaient regarder la diffusion. Mais j'écoutais 9 heures, c'est pas une heure pour enfants, monsieur. 9 heures, c'est l'heure des adultes. Là, si vous voulez laisser regarder l'émission par vos enfants, c'est votre choix. Dans la deuxième année, on tournait les scènes en double. Une pour le Canada anglais, puis une pour le Canada français. Puis on avait tourné même, j'oublierai jamais, mais la belle russe, là, Natacha, à la fin du premier, elle avait tourné avec soutien-gorge et slip pour le Canada anglais, avec slip sans soutien-gorge pour le Québec, puis sans slip et sans soutien-gorge pour l'Europe. Après Lancé-Comte, de 1992 à 1995, la série Scoop, écrite par Régent Tremblay et Fabienne Larouche, allait à son tour se démarquer par son style direct et ses scènes provocantes. Tout le Québec est alors tenu en haleine par les amours passionnées et tumultueuses du couple Stéphanie Rousseau et Michel Gagné. Ces deux journalistes au tempérament fonceur, incarnés par Roy Dupuis et Macha Grenon. Veux pas, faut faire... Arrive un moment donné où tu fais une projection de toi-même. Et Michel Gagné, c'est un jeune avocat qui arrivait du Saguenay et qui pourrait entreprendre une carrière à l'Express, dans un grand quotidien. C'est évident que je suis arrivé du Saguenay et puis j'ai commencé aux faits d'hiver de nuit, comme Michel Gagné. Malheureusement, j'ai pas sauté la fille du boss, mais j'ai suivi à peu près le même chemin. Scoop, avec ses personnages aux mœurs on ne peut plus contemporaines, connaît un succès monstre et franchit même la barre des 3 millions de téléspectateurs. Mais encore une fois, certains trouvent que la série va trop loin. On reproche à la société d'État de se faire racoleuse et d'être prête à tout pour mousser les codes d'écoute. Signe des temps, Radio-Canada ne juge pas nécessaire pour autant de censurer la série. C'est pas nécessairement parce qu'on voit 2 seins que ça fait une histoire meilleure. Ça n'a rien à voir. Donc, je vois pas qu'il y ait de choses spéciales ou de méthodes spéciales pour ça, pour que la nudité. Je pense pas que ce soit une recette à suivre nécessairement. Parce qu'on le voit la même chose au cinéma. Il y a des films au cinéma où on voit à peine la cheville des femmes et puis on aime le film. Pourtant, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord sur un point ou un autre. Encore récemment, Radio-Canada recevait des plaintes contre les scènes de violence excessive dans Aurore l'enfant martyr. La masturbation chez les enfants dans le monde de Charlotte. L'amour physique dans Ouattatata. Les excitations érotiques de la bourgeoise via les messages électroniques dans Tribu.com. On va toujours un petit peu plus loin. On lance de nouveaux défis. Car le téléroman n'est jamais le reflet de ce que nous sommes, mais de ce que nous pourrions devenir en bien ou en mal. En 1996, Radio-Canada met en antenne une autre télésérie, Omerta, signée Luc Dionne, nous fait entrer dans l'univers trouble du crime organisé. On y présente toute une série de personnages durs, noirs, sans scrupules. Comme le diffuseur considère que la série n'intéressera pas les enfants, il ne sent pas le besoin de la censurer. Cependant, la diffusion est précédée d'une mise en garde, spécifiant que certaines scènes peuvent choquer le public. J'ai tellement envie de toi. Je te ferai l'amour, ici, tout de suite. Regarde donc ça. T'es pas faite pour ça, Denise. La rue, c'est pas ton monde. L'homosexualité ne surprend plus ni la prostitution, ni le travestisme, ni même la transsexualité. C'est ainsi qu'on ne sait pas trop de quel sexe est le personnage de Lulu, interprété par Micheline Langto dans Omerta. T'as beau tout faire pour aider les filles, il y a toujours un pim et un petit morceau de pocheur en arrière de toi pour les remettre à leur place. Lulu. Quel beau personnage. Enfin, que j'ai, il faut bien le dire, fabriqué de toutes pièces.
Oui, bien, on m'avait, parce que Pierre Roule et moi, on avait beaucoup sympathisé sur, sur Scoop, et puis Pierre m'a dit, écoute, c'est un tout petit rôle, mais ça, on va travailler ensemble, ça va nous donner l'occasion. C'était 2 jours de tournage, c'était rien, puis c'était décrit comme une madame, un personnage vulgaire. J'ai dit à Pierre, moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai pas d'affinité avec un personnage comme ça. Je peux-tu réfléchir, puis je vais te proposer quelque chose. Puis, en retournant chez nous, je me suis dit, tiens, j'étais hanté par l'image d'un transsexuel que j'avais vu à Jeannette Bertrand. Une femme qui s'était changée en homme et qui était... le personnage me fascinait. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi la madame ne serait pas un personnage, une pute qui est dégoûtée de son sexe puis qui veut changer de sexe et tout. Alors, je suis allé voir le costumier, j'ai dit, Denis, habille-moi en homme. Fait que là, j'ai dit, écoute, on va l'essayer, ça va. J'ai appelé Pierre, j'ai dit, ça me tenterait de le faire en homme. Pas en Gwyn, en homme. Et Pierre, il dit, oh, aïe, qu'est-ce qu'on dit? Ben, j'ai dit, écoute, laisse-moi essayer, puis fait qu'on a fabriqué le personnage au costume. Après ça, je suis monté sur le plateau pendant qu'il tournait, puis j'ai présenté Lulu. Puis là, ben Luc, évidemment, et Pierre ont beaucoup aimé ça. La productrice était moins d'accord. Ça y a pris un petit bout de temps avant d'accepter parce qu'elle trouvait déjà qu'il y avait trop d'hommes dans la série. J'ai dit, écoute, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent pour... C'était un rôle de 2 jours, donc ils ne pouvaient pas dépenser pour une perruque, ils ne pouvaient pas dépenser pour un maquillage élaboré ou tout. Alors, dans ma tête, je me suis dit, ben, elle n'a pas fini sa transformation. Elle est arrêtée quelque part entre les deux. Un personnage vraiment sans sexe. Je voulais pas qu'elle soit perçue comme une lesbienne, je voulais pas qu'elle soit perçue nécessairement comme un homme. Un personnage qu'on peut pas dire à quel sexe elle appartient. En général, la série n'a pas provoqué de réaction négative, si ce n'est la suggestion d'un critique de faire passer la série à 21h plutôt qu'à 20h. Maintenant, c'est le laxisme total. J'entends des horreurs à la télévision. Pourtant, je ne suis pas bégueule ni puritain, mais je ne comprends pas que les responsables de la télé laissent passer des shows à 7h, 7h30. Je prendrais Lepage, par exemple. Il y a des choses explicites sur la sexualité. Il est 7h, il est 7h30. Il y en a dans Virginie, et personne ne parle. On passe ça à 9h, 9h30, vous ne m'entendriez pas protester. Je vous le dis, nous sommes dans une société irresponsable. Ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, quand les enfants sont rendus à parler du sexe oral pour demander qu'est-ce que c'est, ça ouvre les esprits beaucoup, ça. Si quelqu'un va placer ça dans un téléroman, je vous jure qu'après, sa maison de production était bannie à tout jamais. Hein. Et puis à un moment donné, on va voir ça passer dans un téléroman. Des fois, la réalité devance la fiction. Quelles seront les prochaines images à nous scandaliser? Probablement pas quelque chose d'excessif, de marginal ou de profondément pervers, mais quelque chose qui ne se rattache nullement à l'histoire, placé là uniquement pour nous titiller. C'est la gratuité des scènes qui nous choque le plus maintenant. Car 50 ans de libération des mœurs nous aura probablement appris qu'il n'y a rien de gratuit là-dedans. Le sexe se rattache directement à nos désirs, et nos désirs à la vie elle-même. En 1990, la série Les Filles de Caleb nous offre une des scènes les plus suggestives de notre télévision, alors que l'accouplement de 2 chevaux symbolise le désir qu'éprouvent l'un pour l'autre Émilie et Ovila. Cette scène d'amour dans Caleb entre la jument et son étalon, cette scène-là, dans les années 60, c'est évident qu'on ne l'aurait pas vue à la télé. Ça, c'est officiel. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement dans l'esprit des gens pour accepter ce genre-là. Une chose est certaine, c'est que les téléromans, qu'ils nous rassurent ou qu'ils nous bousculent, qu'ils nous plaisent ou qu'ils nous choquent, sont là pour rester, parce que nous aimons les personnages et les histoires qu'ils nous racontent. Et comme pour toutes les choses frappées du tabou ou de l'interdit, on aura beau critiquer, s'insurger, au bout du compte, on ne pourra pas s'empêcher de regarder quand même.